Bienvenue dans les capsules littéraires avec Aurore Foukissa dans le podcast Tant que je serai noire. Comment tu vas, Aurore? Ça va, merci Tsipora, et toi? Ça va très très bien. Alors, du coup, si je te dis infertilité, quel livre te vient en tête? Reste avec moi. Super, reste avec moi. Donc on va parler aujourd'hui de Reste avec moi. C'est un ouvrage de l'auteure nigériane Ayobami Adebayo. Qu'est-ce qui est, on va dire, particulier dans ce livre? Pourquoi est-ce que c'est ce livre que tu as eu en tête? Alors déjà parce que c'est un très beau roman qui traite de plusieurs thèmes, mais on y reviendra. Et le terme de l'infertilité est quand même central au niveau du livre, parce que c'est même ce qui en constitue l'histoire, son ossature. Alors c'est l'histoire d'un couple fou amoureux. D'accord. Donc alors la femme Yejide et le mari Akin, ce sont deux jeunes qui vont se rencontrer dans le Nigeria des années 80, qui est en proie à des troubles politiques. Oui. Ils se rencontrent à la faculté parce que Yejide il fait ses études et Akin également. Ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre lors d'un mouvement justement étudiant, un mouvement politique, et il va se passer quelque chose qui va faire comprendre à Akin qu'il est fou amoureux de Yejide, qu'il était également secrètement de lui. Et c'est ainsi que leur relation va commencer, leur relation passionnelle, et je dirais même fusionnelle, va commencer. Alors, Yejide et Akin, on pourrait dire, ils vécurent heureux et se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Comme les contes de fées nous l'ont injustement appris. Oui. Mais non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il se trouve que Yejide et Akin, ils se réalisent, en tout cas professionnellement. Akin a un bon boulot, un métier dans lequel il se réalise. Yejide, bien qu'ayant fait des études supérieures, va se mettre à son compte. Oui. Et elle a donc un salon de coiffure. Elle a sa propre affaire qui la satisfait, dans laquelle elle emploie des personnes avec qui elle s'entend relativement bien. Ils ont leur petite vie bien organisée au Nigeria, dans une ville du Nigeria. Ils sont épanouis, ils sont amoureux et la vie s'écoule tranquillement. D'accord. Ils se marient, bien entendu. Mais au bout de 4 ans, la famille ne s'agrandit pas. Alors, c'est le moment où des nuages commencent à entrer en fait dans leur couple, dans leur petit cocon, parce que on est au Nigeria. Akin, il se trouve qu'il est le fils aîné d'une fratrie. Il a une mère qui est assez présente et qui attend bien entendu une descendance de son fils, et qui souhaite donc avoir des petits-enfants, et qui ne comprend pas qu'au bout de 4 ans de mariage, il n'y ait toujours pas un bébé qui soit venu compléter ce beau tableau. Oui. Alors, pendant ces 4 années, elle va s'armer de patience. Et la mère, qui semble pourtant bienveillante envers sa belle-fille, donc la belle-mère de Yejide est bienveillante. Et il faut savoir que Yejide, en fait, a été élevée dans une famille polygamique. Oui. Et Yejide a perdu sa mère très tôt. Elle va perdre sa mère enfant, donc elle ne sera pas élevée par sa mère. Elle va être élevée par les femmes de son père. Et les femmes de son père n'étaient absolument pas proches d'elle, et elles ne vont pas lui donner d'affection. Elles vont pourvoir à ses besoins, mais ça va se limiter à ça, ce qui va lui créer une sorte de solitude affective qu'elle va combler avec sa belle-mère. D'accord. Parce qu'elle va se sentir proche de sa belle-mère, et du coup, cette belle-mère va quand même faire preuve de bienveillance à son égard, en tout cas, du moins dans les premières années de son mariage. Sauf qu'au moment où elle va s'apercevoir, elle va commencer à soupçonner Yejide d'infertilité, le thème dont nous parlons aujourd'hui, là, les choses vont se corser, parce qu'en fait, elle veut une descendance, et Yejide n'est pas sa fille. En revanche, Akin est son fils, et elle tient absolument à avoir une descendance, dans la mesure où Akin, en plus, est le fils aîné. C'est ça. Et le fils aîné, en Afrique, est souvent assorti d'une grosse symbolique. C'est lui qui donne la direction de la famille, c'est lui qui assure la direction de la famille, et donc la descendance et le futur de la famille. Et la belle-mère de Yejide va donc commencer à harceler son fils
pour lui demander pourquoi ils n'ont pas de descendance. Oui. Alors, Akin, qui est d'un tempérament très calme, s'était mis la tête dans le sable pendant 4 ans. Il va être confronté par sa famille et par sa mère au vide maternel, en tout cas de son épouse. Et sa famille va le contraindre à y pallier par les grands remèdes. Au grand mot, les grands remèdes. Alors, bien sûr, les grands mots, les grands remèdes en Afrique, pour caricaturer, qu'est-ce qui peut bien se passer? Bon... Elle met pas d'enfant au monde, mais à quoi elle te sert ta femme? Eh ben en fait, on va lui en trouver une autre. Hein. Et donc, Yejide va se retrouver au milieu d'un triangle amoureux. Peut-on appeler ça un triangle amoureux? Oui et non, parce que Akin est toujours très, très, très amoureux de sa femme. Simplement, il est aussi un fils aimant. Il est un fils qui écoute sa mère. Exemplaire et aussi. il est un fils exemplaire, en effet, et il ne veut pas décevoir sa mère. Donc, il va devoir se plier au désir de sa mère et il va devoir accueillir dans son foyer une deuxième épouse. Même si on la lui impose, il va devoir l'accueillir. Alors, pour se rebeller contre ce fait, Akin ne va pas consommer son mariage avec sa deuxième épouse, mais néanmoins, il va devoir honorer ce mariage, c'est-à-dire traiter cette femme comme si elle était véritablement son épouse et la mettre au même pied d'égalité que Yejide, ce qui va la plonger dans un désespoir immense et elle va se retrouver à faire des choses complètement invraisemblables pour réussir à avoir cette grossesse tant souhaitée. Oui. Alors, en Afrique, ça veut dire aller voir des féticheurs, ça veut dire se lancer dans des prières pas possibles. Elle va vivre vraiment un parcours du combattant pour avoir cet enfant. Et cette infertilité va vraiment la plonger dans une situation terrible parce qu'elle va pas se contenter de faire des choses invraisemblables pour avoir un enfant. Il va se trouver aussi qu'en fait, elle va se sentir trahie par son mari, trahie dans leur amour qui était fusionnel. Le fait d'introduire une troisième personne, elle va penser à tort que son mari la délaisse et qu'il n'en est plus amoureux. Et du coup, elle va faire quelque chose de très dramatique parce qu'elle va se tourner vers un membre de la famille. On ne dira pas lequel parce que sinon, on n'aurait plus envie de lire le livre. Donc attention, spoiler, non, on ne va pas dire lequel, mais elle va se tourner vers un membre de la famille pour trouver cette affection qui lui fait défaut chez son mari. Alors le comble, c'est que le membre de la famille vers qui elle se tourne, c'est un membre marié qui est instable, qui est à l'opposé des traits de caractère de son mari, mais le désespoir faisant, elle va se jeter dans ses bras. Et quelque part, ça va peut-être s'avérer, je dis bien peut-être parce qu'il faut lire le livre, ça va peut-être s'avérer la solution à son problème. Donc c'est un très beau roman de Ayobami Adebayo qui revient sur ce sujet très sensible pour les femmes africaines, à savoir l'infertilité. Et d'ailleurs, la belle-mère de Yejide lui dit ceci. Elle lui dit « As-tu déjà vu une femme... » attendez, je retrouve l'extrait parce que je cherche dans mes notes. Voilà. Elle lui dit, ce sont les femmes qui fabriquent les enfants. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu es un homme. On ne devrait pas te considérer comme une femme. Vous vous rendez compte de la violence de ces mots qu'on peut dire à une femme en lui disant, ton unique fonction, en fait, c'est ça. Sur Terre, c'est procréer. Exactement. Dès l'instant où tu ne remplis pas cette fonction biologique, tu ne sers à rien, ou mieux, tu es un homme, en fait. Donc, tu n'es pas digne d'être de ton genre. Et Yejide, pendant tout le livre, elle va être écartelée avec cette espèce de culpabilité, justement. Et en plus, elle va le vivre comme une trahison de sa belle-mère, parce que c'était quelqu'un à qui elle s'était attachée et qui lui servait de mère de substitution. Et elle ne va pas comprendre que la bienveillance de sa belle-mère se transforme finalement en malveillance en introduisant une tierce personne dans son foyer. Et finalement, en brisant quelque part l'amour qu'elle ressent pour son mari. Et surtout, je pense que Yejide, comme tu l'as dit, n'avait pas de famille, en fait. Non.
Parce que sa famille, déjà, elle famille. vivait ça avec ses belles-mères qui ne la traitaient pas comme leur fille. Elles la traitaient comme la fille de leur mari. Elles avaient elles-mêmes leurs propres enfants. Et le fait que Yejide soit orpheline de mère la laissait en tout cas à la portée des brimades de ses belles-mères. Il y a un moment très poignant dans le livre où Yejide en fait explique que ses belles-mères lisaient des histoires aux autres enfants et Yejide, elle n'avait pas le droit d'écouter ces histoires d'avant-coucher et du coup elle se cachait derrière la porte des chambres pour elle aussi profiter de l'histoire. Alors on voit que justement elle en tout premier lieu avait envie de contrer ça, d'avoir sa propre famille pour pouvoir elle aussi conter des histoires à ses enfants et elle va se retrouver prise piégée par son propre corps, par les circonstances, de ne pas pouvoir en fait donner la vie qu'elle espère tant. Et là, tu parles justement du pouvoir de donner la vie ou pas. Et tu as très bien dit au début que la faute est tout de suite mise sur Yejide. Ça me fait penser justement à cette facilité à dire que l'infertilité, c'est de la faute de la femme et on remet jamais en question l'homme. L'homme, c'est le mâle, il est viril et sa fonction reproductrice n'est pas remise en question. Un homme peut engrosser plusieurs femmes en même temps. Une femme ne peut avoir qu'un enfant à la fois. Et du coup, cette fonction, entre guillemets, biologique, a érigé l'homme comme au-dessus de tout soupçon. Et dans la culture africaine, c'est une chose qui fait que c'est la femme qui a la responsabilité de donner la vie. Mais dès la conception, c'est la femme qui a la responsabilité de concevoir. Alors quand bien même que c'est un acte qu'elle ne peut pas faire seule, il faut qu'il y ait un homme pour qu'elle puisse concevoir. Il faut qu'il y ait rencontre. Il faut qu'il y ait un spermatozoïde et il faut qu'il y ait un ovule. Basiquement, biologiquement, il faut qu'il y ait cette rencontre. Mais à aucun moment, on remet en cause le fait que l'homme puisse être en carence de spermatozoïdes ou qui soit un peu lent parce que c'est aussi l'un des cas qui peuvent conduire à l'infertilité ou qui soit par exemple, bon attention spoiler, dans l'ouvrage Akin a des petits problèmes d'impuissance et donc ou qu'il soit pas à même de conclure cet acte qui puisse amener justement à la conception. Mais la femme qui a la fonction reproductrice est seule sur le banc des accusés et doit donc à la fois porter la culpabilité de ne pas concevoir à la souffrance de ne pas réussir à concevoir. C'est ça. Parce que justement, on élève souvent les femmes, en tout cas les petites filles, dans la condition qu'elles sont appelées à avoir des enfants. Petite, on joue à la poupée. Quand on joue pas à la poupée, on s'occupe de ses petits frères ou petites sœurs. Quand on n'a pas de petits frères ou petites sœurs, on s'occupe de ses cousins, ses cousines, du petit-neveu, de la nièce. En tout cas, on a cette fonction d'occupation, de prise en soin de la famille qui fait que quelque part, on nous apprend petit à petit donc à s'occuper d'autres personnes que nous-mêmes et plus tard donc de nos enfants. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, un extrait que tu avais partagé sur ta page sur le non désir de maternité, une phrase que j'avais relevée où en fait la personne disait il y a ce que la société nous enseigne qui rentre en conflit en fait avec ce qu'on veut vraiment, avec ce qu'on veut vraiment, mais on laisse pas vraiment le choix à la femme, en tout cas, sur la possibilité de se poser la question si elle souhaite ou pas avoir des enfants, parce qu'elle est déjà dans un environnement où elle est conditionnée à en avoir. C'est ça. C'est un poème de Patricia Weffa-Grange qui, du coup, elle, ne veut pas d'enfants. Et c'est un recueil de poésie qui explique, qui s'appelle... Ventre creux, enfin un truc, faudrait que je reprenne le nom, mais en gros ça explique le fait que on peut ne pas vouloir d'enfants, mais la société nous pousse justement à mettre quelque chose dans ce ventre. Oui, parce que vu que c'est une fonction biologique qui a quand même quelques ratés, on le voit avec Yejide dans Reste avec moi, vu que c'est une fonction biologique, voilà, on ne conçoit pas qu'une femme ne puisse pas vouloir d'enfants ou ne puisse pas avoir d'enfants. Et du coup, c'est vrai qu'on questionne très peu
l'infertilité de l'homme, on questionne très peu aussi sa volonté ou pas de vouloir avoir des enfants. Aussi. Et c'est quelque chose que Ayobami Adebayo fait dans l'ouvrage, en tout cas. Progressivement, elle amène à se poser la question sur en fait le rôle de Hakin dans cette entreprise de conception. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour que sa femme réussissent à avoir un enfant, ou en tout cas du moins pour qu'ils réussissent à avoir un enfant ensemble, afin de préserver leur amour et afin de pouvoir offrir, en tout cas à sa mère, la descendance qu'elle espère tant. Ouais. En tout cas, c'est un super livre. Moi, je l'ai dévoré. C'était très poignant. Il y a plein de thématiques qu'on verra peut-être plus tard. Tout à fait. Mais du coup, peut-être pour clôturer un peu ce chapitre, un petit extrait d'un documentaire qui s'appelle L'arbre sans fruits. Je vous laisse l'écouter. Chère maman, en donnant la vie, tu as perdu la tienne. Et moi, je meurs à petit feu en ne la donnant pas. To, lalle kina samun aihu. Akwai maza, amma aihuwar taki akwai wata magana. Combien de couples sommes-nous à souffrir de ces cruels problèmes d'infertilité? Ka taba zargin kanka ko matar ka ke zargi? To ni ina zaton kamar ita ce ba ta samu aihuwa. Ici, une femme est un arbre à l'ombre duquel se repose son époux à qui elle donne des fruits. Moi, je suis un arbre sans fruits. Il faut que vous-même vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire comme pression sur le mari. Tout homme qui va penser qu'il est en mesure de faire une érection va dire qu'il est puissant, il est normal. To yanzu in namijin ne zai ce mata shi to kin ga tunda haka ne lalle ne zan yi arman wata ta biyu in gani kuma. Amma in ita ce to nan da ma kwata-kwata ita za ta ma ba da izini in dai ana son a zauna lafiya da ya je arman wata. À quoi peut-on croire dans ces pays où les normes font loi et les hommes sont rois? Peut-on simplement être femme sans être mère au Niger? Voilà, je pense que ça résume assez bien en fait. Oui, ça résume assez bien ce qu'on vient de dire, et on voit, c'est l'extrait est très parlant parce que les seules alternatives qu'on donne aux femmes finalement, c'est d'une certaine façon de se faire la guerre, parce que en fait on dit, le choix, en tout cas l'extrait du documentaire dit à la femme, si l'homme n'arrive pas à avoir un enfant avec toi, tu dois lui laisser la possibilité de prendre une coépouse parce qu'il va tester sa fertilité avec elle. Alors, quand on dit même tester sa fertilité, c'est même pas exact, parce qu'en fait, dans la mesure où on lui donne une seconde épouse, on lui donne le crédit du fait qu'il est capable d'avoir des enfants et que c'est la femme qui est le problème. Et on dit à la femme, si c'est toi qui as des problèmes, en deuxième option, tu dois aussi lui demander de prendre une coépouse. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, tu es le problème. Exactement. Et c'est scandaleux parce qu'on se rend bien compte, en fait, que à aucun moment, la fertilité de l'homme n'est questionnée. Et les mots qu'utilise, en tout cas, la réalisatrice de ce documentaire, l'arbre sans fruit, de dire qu'effectivement, la fonction d'arbre reproducteur, elle n'a de sens en fait que s'il donne des fruits. Mais c'est faux en fait. Bah oui, et c'est une très belle image en fait, de montrer qu'on peut avoir une pluralité d'arbres. Et il y a des arbres fruitiers, il y en a qui ne sont pas fruitiers, mais qui ont chacun leur utilité au final. Bah, complètement, et puis sans forcément donner des fruits, il peut juste tout à fait avoir une belle fonction. Ça fait partie de la nature. Exact. Un arbre est beau à voir, un arbre contribue à l'écosystème. Voilà, il n'est pas forcément obligé de produire des fruits
pour être utile ou pour justifier sa présence, en fait. Et donc, c'est une très belle image et c'est un extrait qui prête à réflexion. Et c'est un sujet, de toute façon, qui est toujours très touchant et très émouvant parce qu'il touche vraiment à l'intimité. Il questionne, en fait, questionne la femme, même sur le pourquoi de son existence. On en vient à se demander, mais si je peux pas faire d'enfant, à quoi je sers? Mais n'importe quoi. Mais on en arrive à des situations comme ça. Enfin, je pense que nous, on a de la chance de vivre, entre guillemets, dans des sociétés où on peut quand même avoir une vie, aller travailler, etc. Il y a des pays où si on n'a pas d'enfants, en fait, on sert vraiment à rien. On est mis au placard et du coup, on n'a aucune fonction. Enfin, c'est violent, c'est vraiment violent. Alors qu'on a 2 bras, on a 2 jambes. Oui, c'est ça. On a un cerveau, donc normalement, on est utile. Exactement. Pour faire des chants, on n'a pas besoin d'avoir un enfant. Pour écrire, on n'a pas besoin d'avoir un enfant. Et de toute façon, un enfant, c'est une personne dont on prend soin, qui va occuper la société plus tard. Mais avant qu'elle ne devienne une personne utile à la société, c'est quelqu'un dont il faut s'occuper, c'est une charge. Exactement. Il n'y a pas que l'aspect... l'aspect catalogue, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a aussi, et c'est ça justement dans la fonction de reproduction en Afrique qu'on ne questionne pas beaucoup, c'est qu'il y a aussi une très grosse responsabilité derrière le fait d'avoir un enfant. Et c'est quelque chose qu'on n'interroge pas non plus. Oui. Est-ce que les personnes qu'on incite tant à avoir des enfants, est-ce qu'elles sont suffisamment responsables pour pouvoir assumer les responsabilités qui en découlent, pour pouvoir assurer l'avenir de ces personnes qu'elles font venir? Cette notion de responsabilité, je pense que c'est la base de toute façon de ce désir ou non-désir de maternité au final. C'est de se poser la question, est-ce que vraiment je me sens prête à être responsable d'un autre être humain, en fait. Exactement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est la responsabilité d'un autre être humain, tant sur sa vie que sur son développement, sur sa façon de penser, sur ce que la personne va devenir. Et on a parlé tout à l'heure de la fonction d'être utile à la société. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne qu'on va placer ensuite dans la société en contact avec d'autres personnes, en fait? C'est ça. C'est ça. C'est pas juste faire un enfant. Ah non. Ça serait trop simple sinon. Mais en tout cas, je tenais à te remercier parce que c'est une thématique qui parle beaucoup et qui, comme tu l'as très bien expliqué, est tabou. Même si c'est très présent. Hein. On a le cliché qu'en Afrique, on fait plein d'enfants, mais l'infertilité... L'infertilité, c'est ça. C'est très souvent... et c'est justement l'une des principales excuses de la polygamie. Oui. Pour dire que, bon, oui, elle n'arrivait pas à faire d'enfants. Donc, bon, voilà, on va lui mettre une épouse. C'est ça. Une autre épouse. Mais en fait, c'est pareil, ça questionne aussi l'intérêt du couple. Parce que, en fait, le couple n'a de sens que dans sa fonction reproductrice, finalement. 2 personnes ne peuvent pas être ensemble et se trouver, en fait, des centres d'intérêt communs, une passion commune, partager un sentiment commun et envisager un avenir dans lequel ils vont finir que tous les deux. Il faut qu'il y ait cette fonction de famille. C'est-à-dire que la notion du couple non reproducteur n'existe pas, en fait. Ou en tout cas, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas tolérée. Bah écoute, c'est une très belle conclusion. Je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures et des heures. Mais du coup, on va devoir terminer sur cette note pas très positive, mais réaliste. Hein. Donc merci beaucoup, Aurore. Ben merci à toi, Tsipora. Et merci aux auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à commenter, liker, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, continuer cette discussion, hein, peut-être, sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à tous.